Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis extrêmement content de vous retrouver pour tourner cette vidéo parce qu'il y a eu un petit temps d'arrêt. Alors oui, le projet de la Mégane 3RS a été mis un petit peu en attente courant de l'été. On a pris du retard malgré qu'on avait de l'avance sur le projet pour la simple et bonne raison qu'on va faire un projet totalement fou avec de la pièce totalement folle. Et pour ça, je souhaiterais déjà remercier les partenaires qui me suivent sur ces vidéos, sur ce projet. Alors aujourd'hui, Street Motorsport m'a fait un prix sur les pièces suivantes qui vont aider au forgeage moteur. On est sur 4 pistons Wasner, on est sur 4 bielles forgées K1, on est sur des coussinets de bielle et vilebrequin et cale de vilebrequin ergoté ACL trimétal. On a également des goujons de culasse ARP, donc là tout est mis, etc. C'est prêt à remonter. Donc Street Motorsport qui est tenu par Julien, c'est un gars super sympa. Vous pouvez aller sur son site, je vous mets les liens en description de la vidéo. Il fait tout ce qui est pièces performance pour les moteurs, donc tout ce qui va être prépa moteur, c'est aussi simple que ça. C'est expédié super rapidement, c'est un bon gars, donc franchement vous pouvez y aller. Et j'ai l'embrayage d'ailleurs qui va arriver de chez lui pour la suite. Ensuite, je souhaiterais également remercier BG Turbo qui là m'accompagne sur la partie turbo de ce moteur-là. Donc on est sur un énorme turbo Garrett, on en parlera plus tard quand on va arriver dans le vif du sujet, avec une descente sur mesure. J'ai encore plein de pièces qui doivent arriver comme les collecteurs d'échappement, etc. Mais pour le moment déjà on peut remonter le moteur. Donc le temps qu'on remonte le moteur, je vais recevoir toutes ces pièces-là. Donc aujourd'hui les amis, premier épisode, on va s'attaquer au remontage du bas moteur de cette Mégane 3RS. Et là, je souhaite remercier un autre partenaire qui est Check Engine, qui s'est occupé de toute la partie usinage du bloc moteur, mais aussi la réfection de la culasse. Donc là, on repart sur un moteur totalement neuf et surtout sur un moteur entièrement forgé. L'objectif de cette phase 2 du projet, je rappelle, premier projet, on s'est dit allez 300 chevaux. Deuxième projet, on s'est dit allez 400 chevaux. Là, je dirais que si on arrive à maintenir 650 chevaux, ce sera déjà remarquable parce qu'après, il va falloir qu'on passe dans une autre galaxie encore parce qu'après, d'avoir le moteur, c'est bien, mais il faut passer la puissance et surtout, il ne faut pas casser la boîte. Donc, pour l'instant, on va remonter ce moteur-là. Il y aura une phase de rodage avec une carto très soft, le temps que la mécanique se mette en place, etc. Ensuite, je pense qu'on va passer sur une phase vers les 500-550 chevaux. Ensuite, il va falloir qu'on renforce encore un petit peu. Donc là, il va falloir qu'on passe obligatoirement sur une gestion programmable. Donc ça va venir après. Tout ça, c'est déjà prévu parce que l'objectif, c'est 650 chevaux. Donc on va venir sur une gestion programmable. On va venir renforcer tout ce qui va être silent block, rigidifier tout ce qui est bloc moteur en fait. Donc tout ce qui va être plutôt dans le compartiment moteur, mais plus dans le moteur. Donc ça sera fait clairement pendant la phase de rodage de ce moteur-là parce qu'on étale un petit peu les finances. Ensuite, si le besoin se fait sentir, on ira travailler au niveau de la boîte de vitesse. Et ensuite, là, je vous laisse décider du futur projet. Est-ce qu'ensuite, on s'arrête là, sur cette Mégane-là, et on se dit, bon voilà, on a fait un beau projet mécanique et ça se termine? Ou est-ce qu'on part en cacahuète, on la vide, on met 2 baquets, on met un arceau, on met des harnais 6 points et on part en cacahuète faire une vraie voiture de course. Donc voilà, là alors bien évidemment il va me falloir d'autres partenaires. Car Vertical nous aide également sur le financement de toutes ces pièces-là parce que vous vous rendez pas compte mais ça coûte extrêmement d'argent. Là il y a un embrayage qui arrive, c'est 1500 €, un collecteur d'échappement c'est 800 €. Enfin voilà, c'est que des grosses sommes parce que c'est un gros projet, c'est un projet qui va sortir beaucoup de chevaux. Donc oui, j'ai des partenaires et je les remercie encore une fois parce que sans eux, on ne pourrait pas aujourd'hui faire de tels projets. Donc là, très gros projet qui arrive, projet qui n'est pas arrêté. On a arrêté la partie moteur jusqu'à 650 chevaux, mais ensuite on peut envisager un projet qui vienne travailler la caisse, qui vienne travailler la stabilité, le passage de la puissance et le côté poids aussi de la voiture pour faire une voiture totalement radicale. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse de l'avenir de cette Mégane-là. Mais en tout cas, on va partir pour 2 à 3 épisodes de reconstruction de moteur. Et ensuite, on va réintégrer ce moteur-là dans la voiture. Et ensuite, petite phase tranquillement de rodage, de découverte. On attaque les cartos et après, on va faire que enchaîner jusqu'à 650 chevaux. Voilà, c'est clairement l'objectif de cette nouvelle série, du moins de la continuité de cette série. On va appeler ça la saison 2 du coup, parce qu'entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu un petit temps d'arrêt. Donc dans cet épisode-là, on va s'occuper donc du vilebrequin qui lui a été vérifié, contrôlé et qui est comme neuf. On va lui mettre
hop, des petits coussinets trimétal. Donc pourquoi on appelle ça coussinet trimétal? Donc vous pouvez retrouver chez Street Motorsport. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des articles que j'ai de chez Street Motorsport en description de la vidéo. Ça, c'est du trimétal, ça veut dire que tout simplement, ils sont plus résistants. Donc, ils vont pouvoir encaisser plus de puissance. Deuxièmement, ils sont ergotés. Ergotés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un petit ergot ici. Et en gros, ton coussinet, il va venir en 2 morceaux. Tu as coussinet haut, coussinet bas. Le problème, c'est que quand ils ne sont pas ergotés, et ben en fait, la pression que tu peux foutre avec le turbo peut te faire tourner le coussinet et tout simplement casser le moteur. Donc, le fait d'avoir un ergot permet de maintenir la stabilité du coussinet, même à très très forte charge. Donc ça, c'est un plus également. Dans ce même épisode, on va remettre bien évidemment tout ce qui va être en lien avec l'huile, donc pompe à huile, le petit cache, etc. On va s'occuper du réassemblage de nos bielles forgées en H sur nos pistons Wasner. Donc bielle K1 forgée et piston Wasner. Je rappelle que le moteur a été usiné entièrement sur mesure par Check Engine. Chaque piston, chaque cote a été vu avec chaque cylindre. Le moteur est vraiment fait à la carte. Donc, on va réassembler tout ça, pose des segments. Bien évidemment, là aussi, on se retrouve avec cette fois-ci des coussinets de bielle trimétal avec un ergot toujours. Donc là, j'ai tout préparé. Donc, marque ACL. On va également s'occuper du remontage de tout ce qui va être joint. Donc notamment le carter d'huile que je n'ai pas encore terminé de nettoyer et de préparer. Donc là au niveau du rapport volumétrique, qu'est-ce qu'on appelle le rapport volumétrique? C'est en gros la quantité de volume qui va se trouver dans la chambre de combustion. On est sur un rapport volumétrique d'origine, on n'a pas changé le rapport volumétrique. Donc ici en gros la surface qu'on va avoir ici et sur le dôme de culasse restera inchangée par rapport au piston d'origine. Par contre on a un piston qui est taillé dans la masse, contrairement à là où on a un piston qu'on va appeler coulé. Donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus résistant. Donc là, si vous vous souvenez, dans la vidéo de Check Engine, on a chaque piston qui est numéroté avec sa cote. Là, on a le D parce que premier piston côté distribution, donc la chemise du premier piston côté distribution a été alésée, donc réalésée. Ça veut dire tout simplement qu'on a retravaillé la chemise en fonction de la cote au centième de millimètre de notre piston. Et chaque piston, chaque chemise est appairée comme ça. Donc là, première chose, il faut faire extrêmement attention à ne surtout pas effacer les repères. Sinon, on ne sait plus où va le piston et on va le mettre dans une chemise qui n'est pas correctement usinée, premièrement. Deuxièmement, une bielle comme celle-ci ne peut pas s'intervertir avec une autre bielle. C'est pour ça que je vais travailler piston par piston pour éviter les erreurs. Je m'explique. Votre bielle ici, elle prend un petit coup de laser. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir finir de casser notre bielle pour pouvoir la monter sur le vilebrequin. Quand vous cassez la pièce, si demain vous cassez une brique, les 2 morceaux de la brique elles vont venir s'imbriquer. Vous allez pouvoir les remboîter presque. Avec un peu de colle, ça tiendrait. Si vous prenez 2 briques que vous cassez, vous prenez la moitié d'une autre brique et la moitié d'une autre brique, la cassure ne va pas être la même. Donc vous pouvez les mettre, mais ça ne s'imbriquera pas dedans. C'est exactement la même chose qui se passe entre la bielle et le chapeau de bielle. Donc un chapeau de bielle doit rester impérativement sur sa bielle, à partir du moment où les bielles sont fabriquées d'une seule pièce et coupées au laser. C'est hyper important. C'est pour ça que je ne vais pas déballer les autres bielles pour tout simplement éviter tout risque de pouvoir mélanger un chapeau de bielle avec une autre. Je vais travailler une bielle, un piston, un jeu de segments, un axe. Et quand j'ai terminé, je le remets sur ma position. Tous mes cartons sont numérotés, histoire d'avoir un travail précis puisqu'on est en train de filmer, donc ça va prendre plus de temps, ça va prendre plusieurs jours. Et donc si ça prend plusieurs jours, pour ne pas oublier et pas se gourer, on prend de la rigueur. Et si c'est la première fois que vous le faites, c'est pareil, travaillez avec rigueur et ça vous évitera tout simplement des bêtises d'inattention. Chose extrêmement importante, quand on va remonter le moteur, on ne va pas se fier au couple de serrage, pour certains serrages, j'insiste, de la RTA, Revue Technique Automobile. On va prendre en compte les couples de serrage fournis avec les pièces. Je m'explique. Je donne des chiffres au hasard. Je prends ma bielle d'origine. Peut-être, j'insiste, peut-être que sur les RTA, c'est marqué serrage du chapeau de bielle 27 newtons. Ok ? Peut-être que ARP, eux vont vous dire sur les vis ARP, sur la bielle K1, il faudra 25 newtons et 30 degrés de serrage. Peut-être, on va voir ça au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est comme sur la Westfield, on ne va pas prendre les jeux de soupape d'origine, on va prendre les jeux de soupape qui vont avec l'arbre à cam. Et là, on va prendre
les instructions de la pièce et non de la RTA de la voiture. Hyper important. Donc là, on va avoir un piston qui va venir s'accoupler sur une bielle. Ensuite, on va avoir un axe qui va permettre l'accouplement du piston sur la bielle. Attention, le piston, il a un sens. Vous voyez ici, on a une petite flèche. La flèche signifie extérieur. Vous mettez votre bielle, votre piston. Extérieur, ça signifie échappement. Alors, on passe le petit axe dedans. Voilà. Tac. Et là, on vient mettre notre fameux circlips. Alors, c'est très chiant à mettre. Oh, ils y vont tranquilles, ceux-là. On n'y touche pas et on continue à assembler le reste. Ça a une certaine saveur quand tu remontes du neuf comme ça. Bon, maintenant, histoire de terminer l'assemblage de nos pistons, on va s'occuper du jeu à la coupe de nos segments. Chaque piston est composé de 3 segments. Alors, hop, voilà. Vous avez ce qu'on appelle le segment coupe-feu, qui va tout simplement venir couper le front de flamme. Donc la flamme va se faire ici. Pour éviter que la flamme puisse s'échapper vers le bas, on a ce qu'on appelle le segment coupe. Ensuite, on va avoir le segment de compression. Comme son nom l'indique, il va venir en deuxième, il va venir, lui, faire la compression de la chambre de combustion. Donc ces fameuses compressions qu'on mesure. Et ensuite, vous allez avoir le troisième, le segment racleur d'huile, qui lui va venir racler l'huile sur la chemise, donc l'huile qui est envoyée par les pissettes sur la chemise, pour éviter tout simplement que l'huile rentre en combustion dans la chambre de combustion. C'est le cas de le dire. Donc, ces petits segments, vous voyez, ça fonctionne comme un ressort. Vous avez un jeu au milieu et quand on va le rentrer dans la chemise, ça va se resserrer comme ça. Et bien, on va tout simplement mesurer le jeu qu'on a entre ces deux jeux-là. Donc là, j'ai pris un vieux segment, donc un segment coupe-feu d'un ancien piston. J'ai pris au hasard, je n'ai pas regardé lequel c'est. On va prendre un nouveau de chez Wössner. C'est très simple. On vient le placer. Alors là, on va faire le piston 1. Piston 1, côté distribution, on est ici. Alors, juste que je fasse attention à ne pas mélanger mon Wössner et mon standard. En fait, le segment, vous allez le mettre dedans, comme ceci. Voilà. Alors, sur le manuel Wössner, ils disent de le mettre à environ 13 mm dans la chemise. Donc, ce qu'on va appeler 1,3 cm. On va prendre un repère sur le piston. 1,3 cm, c'est pile après le segment de compression. Donc, c'est très simple. Pour être parfaitement droit, pour avoir une mesure parfaitement droite, enfin parfaitement juste, autant pour moi, il faut que le segment soit parfaitement droit. Imaginez que le segment dans la chemise, il soit mis comme ça, légèrement de biais, et ben il va faire une plus grande distance que s'il est parfaitement droit. C'est logique. J'espère que vous comprenez ça. Donc du coup, s'il n'est pas parfaitement droit, on va mesurer une valeur qui va être fausse. Pour être parfaitement droit, le meilleur moyen, c'est de mesurer un repère sur votre piston et de venir avec votre piston dessus. Donc là, on a dit c'était segment compression. Donc, je me mets sur mon segment de compression. Hop, et je me mets parfaitement droit partout. Voilà, hop, voilà. Mon piston étant parfaitement droit, mon segment étant parfaitement droit dedans. Maintenant, avec un jeu de cale, je vais venir mesurer ce qu'on appelle le jeu à la coupe. C'est le jeu de ce segment-là. Pourquoi on a besoin d'avoir du jeu? Ça peut paraître bête, les gens vont se dire « ouais, mais du coup, s'il y a un jeu, il y a un jour, s'il y a un jour, il y a une fuite ». Mais non, parce qu'en fait, on va avoir un tierçage. Le tierçage, vous allez le voir après quand on va mettre les segments. En gros, tous les jeux à la coupe ne vont jamais être alignés pour justement éviter une fuite. Ils vont toujours être en décalé. Mais en gros, ça, c'est ce qui va permettre la dilatation. Vous avez pu voir dans différentes vidéos que j'ai faites, notamment sur les jeux aux soupapes, qu'un moteur qui chauffe, les pièces montent en température. Des pièces qui montent en température, c'est des pièces qui se dilatent. Des pièces qui se dilatent, c'est des pièces qui vont prendre plus de place. D'où ce fameux jeu au segment.
Le segment, quand il va chauffer avec le moteur, il va venir se dilater, donc s'agrandir. Si on ne lui laisse pas de jeu, il va tout simplement venir en contrainte et il peut détruire le moteur. Donc on va lui laisser un jeu. C'est le constructeur qui détermine le jeu, hein. Ce n'est pas toi qui fabrique, enfin, toi qui remonte le moteur, c'est bien le constructeur. Ça va être son fameux jeu de dilatation. Plus le segment va s'user, alors je repose mon piston, plus le segment va s'user. Donc ça, c'est une pièce d'usure dans un moteur. À force que le piston fasse des va-et-vient dans la chemise, il va tout simplement user ses segments. Consommation d'huile, on connaît tous les premiers symptômes. Et bien, si le segment s'use, on est d'accord qu'il va parcourir une distance plus grande dans la chemise. Donc en fait, si admettons vous avez un jeu comme ça, plus votre segment va s'user et plus votre jeu à la coupe va être grand. Plus votre jeu à la coupe va être grand, plus vous allez avoir de fuite, moins vous allez avoir de compression. C'est aussi simple que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce vieux segment dans le cylindre numéro 2 et on va pouvoir mesurer l'usure qu'a eu ce segment-là par rapport à un segment neuf, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais le mettre exactement à la même distance. Voilà. Et là, immédiatement, vous le voyez à l'œil. Donc là, deux solutions. Soit ces segments-là sont vachement usés, soit celui-ci n'a absolument pas assez de jeu. Là, pour ça, il faut tout simplement se munir de la fiche fournie avec les pistons Wasner. J'ai regardé au niveau de la formule de calcul pour notre moteur, donc atmosphérique compétition ou turbo compressé. On est en turbo compressé, on a une formule dessus qui est un peu galère à calculer parce qu'en fait c'est en inch et en pouces et nous on va parler en millimètres parce que c'est américain et nous on est français, donc du coup on est au métrique. Et donc en gros il va nous falloir sur notre segment, donc le premier segment, le segment de compression, il va nous falloir 0,45 mm de jeu à la coupe au segment. Sur le deuxième, le segment de compression, on va avoir besoin de 0,50 mm de jeu. Et sur le troisième, le segment racleur, on va avoir besoin, alors là c'est très large, entre 0,3 mm et 1 mm. Donc en fait la fourchette est très grande, donc je pense qu'on n'aura pas besoin de les retailler. On va tout de suite comparer un petit peu. Alors on va prendre une 0,45 et une 1 mm et on revient sur nos segments. Segment d'origine, donc du piston d'origine, on voit qu'il y a quand même largement plus d'1 millimètre. Donc là, j'ai ma cale, je passe ma cale dedans et ma cale glisse sans aucun problème. Donc là, le segment, clairement, il était usé. On a plus d'1 millimètre de jeu. Donc, même si la compression était bonne, il y avait encore une bonne étanchéité, mais ça veut dire qu'on a perdu des chevaux quand même à cause de ces segments qui étaient clairement usés. Maintenant, je prends ma cale de 0,45, donc ça c'est le jeu que je devrais avoir sur mes nouveaux segments. Je contrôle si elle passe, et en l'occurrence, elle ne passe pas du tout. Donc je vais essayer de prendre une 0,30. Voilà, la 0,30 passe. Et elle passe en raclant, donc ça veut dire que là aujourd'hui, on a un jeu de 0,30. Donc il va falloir qu'on agrandisse ce jeu-là de 0,15. Et on va le retailler. Pour le retailler, plusieurs méthodes. Ce qu'il faut, c'est surtout faire attention. Soit vous y allez avec du papier de verre, c'est relativement long. Donc là, en l'occurrence, on a quand même beaucoup à retirer, donc ça va être long. Soit on peut le faire sur une lime. Je ne sais pas où j'ai foutu ma lime. Soit on peut le faire avec une Dremel et un tout petit disque. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on fait du travail de précision. Donc on y va ultra doucement. Voilà, tac, sans forcer. Et on vient travailler. Tout doucement le segment. Ensuite, on le repositionne dans notre cylindre. On le remet à nos 1,3 cm comme c'était mentionné sur la revue. On reprend notre cale de 45 et elle passe absolument toujours pas. La 30 passe maintenant sans racler. Le segment est relativement dur, donc il faut que je continue. Bon, donc ça, c'est une étape qui est relativement longue à faire, hein, vous voyez. Il y a 12 segments au total. Alors des fois, il y en a, il n'y a pas besoin. Hein. Mais après, des fois, il y en a besoin. Donc là, j'ai terminé au bout de 3 fois de rectifier mon segment. Je prends ma cale 0,45. Elle rentre et elle gratte. Donc là, mon segment coupe-feu est à la bonne taille.
Donc je peux le préparer. Maintenant, je vais m'occuper du segment de compression et là, je dois avoir un jeu selon la méthode de calcul de 0,50. Donc je fais exactement la même chose. Ce n'est pas parce que vous en taillez un qu'ils ont tous besoin d'être taillés. Attention. Voilà, en l'occurrence, celui-ci, à mon avis, il y a beaucoup plus de jeux que l'autre en avait. C'est pour ça qu'il faut tous les contrôler, pas monter bêtement. Vous avez pu voir, on a acheté des pistons avec une cote et pourtant il n'y en avait aucun qui avait la même cote. D'où le fait qu'on a fabriqué le bloc en fonction des pistons. Bon, au niveau des segments, c'est pareil. La 0,40 rentre. Je vais prendre la 0,45. Elle rentre, donc peut-être que la 0,50 rentre aussi. Ah, et on voit la 0,50. Ah, elle passe, mais elle bloque. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose du tout à faire dessus. On a besoin de le travailler, mais vraiment pas grand-chose. C'est un peu fastidieux, mais bon, remonter un moteur, ça ne se fait pas en jetant les pièces dedans. Ça demande de la rigueur, et c'est ce qui fera la solidité et la performance du bloc. Voilà. Et là, on a une 50 qui passe. Impeccable. Donc là, segment de compression, nickel aussi. Donc maintenant, il me reste à faire la même chose sur mes segments racleurs. Donc segment d'huile. La 40, elle passe. Donc là, déjà, on sait qu'on ne va pas le retailler. Je vais prendre une 50. Bon, de toute façon, là, on a le minimum. C'est 0,35 ou 1 mm max. Bon, la 50 ne passe pas. Donc, je suis entre 45 et 50. Donc, on est très bon. Donc, de ce côté-là, OK. Donc, maintenant, on reprend notre piston. On fait bien attention au sens des segments. Les segments ont un sens. Alors, donc là, pour passer nos segments, déjà, il y a un sens. Dessus, votre segment, il a soit un chanfrein, donc le chanfrein vers le haut. Là, en l'occurrence, il est ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Sinon, on ne se prend pas la tête, on met généralement les écritures vers le haut. Reprenez le temps de regarder si sur la notice, il y a une information importante, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, soit vous mettez les segments à la main, mais attention, c'est très cassant, c'est comme du verre, soit vous utilisez une pince à segments. Là, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, le segment racleur d'huile est composé de 3 segments. Un dessus, un dessous et un alvéolé au centre. Ça se monte comme ça. Faites attention à ne pas se précipiter et à ne pas casser un segment. Voilà, donc là, notre segment, il est posé. Maintenant, on va passer au deuxième, toujours en faisant bien attention. Alors, celui-ci, par exemple, il n'a pas de chanfrein, donc on va mettre l'écriture vers le haut. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, quand le piston va descendre dans la chemise, en fait, les segments vont venir se comprimer comme ça. Et donc, c'est le fameux jeu ici de dilatation que nous avons fait juste avant. On pose le dernier. Donc, le coupe-feu. Et voilà, on a notre premier piston bielle segment qui est opérationnel pour notre premier cylindre, côté distribution. Voilà. Donc, il va falloir que je réitère cette opération-là pour tous mes segments de tous mes cylindres. Alors, avant de poser notre vilebrequin, il va falloir qu'on installe nos pissettes, ou plutôt appelées gicleurs d'huile. Alors ça sert à quoi? Ça va tout simplement servir comme un gicleur à venir gicler de l'huile sur la tête du piston, sur le dessous du piston, ce qui va permettre de venir refroidir le piston. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, l'huile, ça ne sert pas qu'à lubrifier, ça sert surtout à refroidir. Le piston va avoir le front de flamme, donc la flamme de l'explosion, pour faire redescendre le piston et entraîner le vilebrequin. Et donc le point le plus chaud du moteur, ça reste le piston. Donc on a besoin de le refroidir pour éviter qu'il fonde et que ça serre le moteur. Et c'est ces petites pièces-là qui vont refroidir. Sur ce moteur-là, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut un outil exprès pour remonter ces fameuses pissettes d'huile ou gicleurs d'huile. Cet outil, c'est le MOT 1516 de chez Renault, avec 2 plaques qui existent parce que selon la référence du moteur, on va avoir des pissettes avec un angle de 3 ou 5 degrés. Donc les petites plaques, on les trouve encore. Donc on trouve la plaque de 3 degrés, on trouve la plaque de 5 degrés. Nous, en l'occurrence, on est sur un 3 degrés avec le code moteur. Le seul problème, c'est que la plaque vient se positionner comme ceci et on a une pige ici qui permet de régler, qui va permettre en fait de venir prendre notre pissette dedans, répercuter le même angle que la plaque
et orienter la piscette pile à 3 degrés. Sauf que cet outil-là, il n'existe plus chez Renault. Il n'est plus fabriqué. On ne peut plus se le procurer. Donc, j'ai appelé plusieurs préparateurs moteurs de chez Renault qui m'ont dit, nous, on le monte un petit peu à la louche, de manière intelligente, mais sans l'outil. Sur la RTA, il est vraiment marqué qu'une erreur d'orientation de la piscette peut entraîner un serrage moteur. Bon, vous comprendrez que, vu l'argent que j'ai mis dans ce bloc-là, je n'ai pas forcément envie de tenter. Donc, du coup, j'ai réussi à me procurer la fameuse plaque à 3 degrés et j'ai fabriqué l'outil manquant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une tige filetée qui rentre pile dans la taille donc, de mon guide ici. En l'occurrence, voilà. Donc, on est pile au 10e de millimètre près dedans. Et en fait, je suis venu sur un marbre, souder un petit axe ici et répercuter une fente ici. Donc, je l'ai fait sur un marbre pour que ces deux traits-là soient parfaitement alignés. Et j'ai fraisé mon entrée ici, avec bien évidemment la dimension de mon gicleur. Ce qui fait que mon gicleur rentre parfaitement dedans. Voilà. Et je suis en capacité de pouvoir répercuter cet angle-là sur mon gicleur. Et cet angle-là est donné via la plaque. Et donc, je peux remonter mes gicleurs identiques à l'origine et conformément à la RTA. Donc, c'est parti les amis, on va poser ces petits gicleurs. Alors, les gicleurs, on fait attention, ils ont un sens. Et donc, ils n'ont pas le même angle. Si je vous en mets deux différents, vous allez tout de suite comprendre. Quand je vous les mets comme ça, vous voyez qu'ils vont à l'opposé. Ils ont un léger angle et ils vont chacun vers un opposé. Donc bien évidemment, le 1 et le 4 auront le même. Enfin, le 1 et le 3 auront le même et le 2 et le 4 auront le même. Donc bien les repérer avant et on les positionne. Alors là, je les positionne sans forcer. Et du coup, je vais venir monter ma petite plaque. Donc comme ceci. Pareil, les vis, elles sont introuvables, mais bon, ça se trouve facilement en quincaillerie. Donc moi, j'ai mis des vis comme ça. On vient fixer notre petite plaque. Tac. Et là, je prends mon outil fait maison que je viens glisser dedans. Alors le début, il a toujours un petit peu de mal à rentrer parce que vu que c'est légèrement évasé lors de l'usinage. Voilà. Donc là, je le positionne. Alors c'est un peu moins pratique que l'outil d'origine de chez Renault, mais ça a l'avantage de faire le boulot quand même. Je viens positionner mon gicle dessus. Là vous voyez en fait le petit axe que j'ai mis vient donc s'orienter avec les fameux 3 ou 5 degrés sur le moteur qu'on a. Je viens orienter ma piscette à la main exactement pareil. Donc là je vérifie bien avant d'enfoncer que mon alignement est bon. En l'occurrence il est bon. Et là je viens tranquillement tapoter. Voilà. Et mon gicleur rentre dedans. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est tout bon. On fait la même chose pour tous les autres. Hop. Bon, donc là, on va fabriquer de la graisse de montage. La graisse de montage, c'est quoi? C'est ce que vous pouvez acheter relativement cher, qui s'étale au pinceau sur les pièces pour remonter. Alors, clairement, j'ai déjà remonté des moteurs avec uniquement de l'huile. Ce qu'il faut, c'est que le moteur ne soit pas stocké trop longtemps parce que l'huile va avoir tendance à s'échapper et on va tourner à sec quand on va redémarrer le moteur. Donc, quand vous voulez faire de la graisse de montage made in maison, eh ben, vous prenez de la graisse et vous fabriquez votre graisse de montage. Vous allez voir, très simple et ça marche très bien. On prend de la graisse. Voilà. Tac. C'est un petit peu comme faire de la maillot, mais en version mécanique, quoi. Prendre de la graisse épaisse, en sachant que ce n'est pas fait pour lubrifier le moteur, c'est juste fait pour démarrer le moteur, qu'on soit d'accord. On prend de l'huile moteur. Voilà. Et après, je pense que vous avez compris la suite. Tu prends la graisse, tu prends l'huile et tu mélanges. Et ça va te faire une huile épaisse, qu'on va appeler une graisse de montage. Voilà. Voilà, donc là, j'ai terminé ma petite mixture et on voit qu'on obtient une graisse qui ne coule pas de mon pinceau. Donc à partir du moment où elle ne coule pas du pinceau, ça veut dire qu'elle est collante et qu'elle va m'aider à remonter tout ça. Donc tout est prêt, on va attaquer le remontage du vilebrequin. Alors pour remonter le vilebrequin, on a déjà ce qu'on appelle nos paliers de vilebrequin et on va avoir nos
cales latérales, ainsi que nos coussinets de palier de vilebrequin. Coussinets de vilebrequin. Donc, là, il va falloir qu'on vienne placer nos coussinets ici. Tac. Ensuite, on vient placer notre vilebrequin et on vient remonter nos paliers avec nos coussinets dessus. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'il faudra bien faire attention, c'est que vous voyez au niveau des coussinets, on en a deux types pour le vilebrequin. Inférieur et supérieur. Alors, normalement, on ne peut pas se tromper, mais faites quand même attention. Vous voyez, ici, on a un petit trou. Ça, c'est le trou d'arrivée de graissage de notre palier. Donc, forcément, il faudra un coussinet avec un petit trou. Sur le palier supérieur, on n'a pas de trou. Donc, on mettra un palier sans trou. Voilà, c'est de la logique, mais c'est quand même toujours intéressant de le rappeler. Alors ici, on ne viendra jamais lubrifier. Ça n'a pas besoin de lubrification parce qu'il n'y a pas de mouvement dessus. Donc là, on avait mis un petit peu de WD-40 à l'usinage pour éviter que ça rouille avec le stockage. Et là, on va venir placer nos coussinets ergotés. Donc ergotés, c'est ici. Donc on vient le placer dans la gorge, tout bêtement. Voilà. On fait ça pour les autres. Donc là, en fait, l'huile va arriver par le canal là et va ressortir par ces deux trous là pour venir dans le canal de lubrification du vilebrequin. Et le petit ergot permet de le maintenir en place. Et c'est là que va intervenir notre petite mixture qu'on vient juste de fabriquer à l'instant. Donc, alors mon pinceau est un peu gros, je vous l'accorde, mais j'ai que ça sous le coude. Là, on va venir lubrifier ces fameux paliers. Voilà. Là, vous voyez, on a une graisse qui est épaisse, qui tient bien, et qui va permettre le stockage du moteur et surtout faciliter le remontage. Voilà. Hop. On vient placer notre vilebrequin. Donc, pas hyper facile à placer avec. Hop. On vient positionner notre demi-coussinet. Tac. Et on vient lui mettre de la graisse. Là, je prépare mes différents paliers. Ça prend, on repose et on revisse. Alors là, bien faire attention de bien le laxer. Parce qu'on peut le désaxer. Hop, et le dernier, il ira sur un autre palier qu'on vient coller à la fin. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne l'ai pas mis. Alors, hop. Pour l'instant, je serre à blanc, puisqu'on a les coupes de serrage qui vont arriver après. Là, mes paliers de vilebrequin doivent être serrés à 20 newtons et ensuite faire 62 degrés de serrage. Donc, il y a un double serrage au couple et angulaire. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va visser les 4 premiers paliers. 1, 2, 3, 4 à 20 newtons. Pourquoi je ne mets pas le dernier? Parce qu'il va falloir que je vérifie mon jeu latéral de vilebrequin. Donc là, je vais placer mes cales de jeu latéraux. Et à ce moment-là, on va pouvoir mesurer le jeu. Et si le jeu est bon, on remet le dernier palier et on serre tout ça définitivement. Donc là, tous les outils que j'utilise, je vous mets les liens en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent. Maintenant, je prends mon comparateur que je vais venir poser sur mon bloc. Et je vais régler à 0 mon petit écran. Donc je pousse mon vilebrequin au maximum par là-bas.
Voilà, je le mets à 0. Et on va contrôler le jeu qu'il faut avoir. Donc le jeu est de 0,07 à 0,23. Donc c'est quand même un jeu qui est extrêmement large. En l'occurrence, là, on est à 0,6, 0,7. Alors je refais un petit test. Je replaque bien. Ouais, non, là, en fait, on était bien à 0,7 parce que là, j'étais pas bon. Voilà. Donc là, on voit que, bon, bien, je suis pas en face, c'est pas facile. J'essaie de vous le mettre bien. Voilà. Là, on est sur le 0. Donc 0. Alors, je fais attention parce que je l'ai mis en face pour la caméra, mais moi, je suis pas en face. Donc 0. Voilà. Là, je suis à 7. Donc, en fait, j'ai pile le jeu minimum. Donc, parfait. De ce côté-là, on est bon. Donc, on va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est notre dernier palier. Ce palier-là, je le monte à la fin. Pourquoi? Parce qu'il doit être jointé avec de la pâte à joint. Donc si je l'aurais mis et qu'il aurait fallu que je change mon jeu de cale latéral, bah, j'étais bon pour tout recommencer. Donc maintenant, je prépare tout ça et on attaque. Donc ce palier-là, en gros, il doit se monter normalement sans pâte. Et ensuite, on injecte de la pâte dedans et c'est censé tout reboucher. Bon, je suis quand même moyennement convaincu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord mettre de la pâte. Donc je vais mettre de la pâte sur mon palier ici. Tac. Je vais en mettre vraiment beaucoup et j'essuierai ce qui va sortir. Le but, c'est vraiment que ce soit hyper étanche. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que de base, je n'avais à mort. Vraiment à mort. Donc ça peut paraître un peu dégueulasse ce que je fais. Mais en vrai, il y en avait bien plus que ça. Et sur l'RTA, c'est quand même noté qu'il faut que ça déborde. Donc, c'est qu'il en faut. L'intérieur. Alors ici, ils disent de laisser un bourrelet. Donc on va vraiment faire uniquement ce qui se voit. Ici, j'aurais peut-être dû mettre le joint avant. On va essayer de retirer un petit peu quand même. Voilà. J'aime pas trop quand il y en a trop. On va juste laisser un petit bourrelet dépassé. Donc là, bien évidemment, sur la boutique mytlegarage.fr, vous avez les clinométriques, vous avez aussi les clés, enfin l'adaptateur angulaire. Donc là, c'est ce qu'on va se servir aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Donc là, on doit appliquer 20 newtons de serrage, donc clé dynamométrique, et ensuite un angle de serrage. Nous, on va le faire aussi avec l'dynamométrique, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle clé. C'est ce petit appareil qui vient se poser, on vient le mettre à 0 en contrainte sur le bloc, et en fait, quand on va venir serrer, on a l'aiguille qui va nous donner un angle. Donc là, on va aller jusqu'à 60 degrés. Donc idéalement, il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut le faire d'un seul tenant. Donc on fait attention qu'on est bien à 60. Et là, on vient serrer. 62, comme c'était indiqué. Et on fait ça pour chacune de nos vis. 62. Et on répète la même opération pour toutes nos vis. Donc on a fini le serrage définitif de tout ce qui est vilebrequin. Donc là, ce qui est important, c'est de vérifier que notre vilebrequin tourne sans contrainte. À chaque fois qu'on va rajouter quelque chose, on va venir contrôler que le vilebrequin, enfin que le moteur du coup, tourne sans contrainte. Pourquoi? Si on monte notre vilebrequin, qu'on monte nos pistons, nos bielles, etc., et qu'à la fin on s'aperçoit que ça ne tourne pas librement, bah en fait, à quel moment vous savez si c'est le vilebrequin qui est pas bon, les pistons, les bielles, on ne sait pas. Donc à chaque étape, on va contrôler ça, ce qui permet ensuite de vérifier quelle étape merdouille, en espérant qu'il n'y a pas d'étape qui merdouille. Mais là, en l'occurrence, ça tourne impeccable. Donc de ce côté-là, c'est bon. Maintenant, on retourne le bloc et on place nos ensembles bielle-piston. Bon, donc là, plusieurs choses. Avant de mettre nos pistons dans notre bloc moteur, toujours vérifier la fameuse flèche, donc vers l'échappement. Donc faites attention à ne pas le mettre comme ça ou comme ça, on peut vite se tromper. Avant de l'insérer dedans, plusieurs choses. On va retirer nos vis et en fait, on va venir casser notre chapeau de bielle. Oui, ça peut paraître un peu barbare, mais c'est comme ça que ça marche. En fait, il est prédécoupé au laser et on va venir le casser. C'est ce qui va faire en sorte que cette pièce-là doit être remise absolument avec cette bielle-là et dans le même sens. Et donc pour ça, on va faire un petit trait au marqueur sur la bielle, ce qui me permet que quand je la casse, je sais que les deux traits doivent être en face. Donc là, très simple, on défait nos deux vis.
On met la bielle bien à plat et on vient terminer de la casser. Vous voyez, elle commence à s'ouvrir. Voilà. Là, vous voyez, clairement, elle s'est ouverte. Donc là, je peux la finir à la main. Ensuite, à ce moment-là, je prends mes coussinets de bielle que je viens placer dedans. Donc, ils sont ergotés aussi, ceux-là. Donc, on vient placer l'argot dans l'emplacement prévu. Et on place ça. Pareil pour l'autre partie. Hop. Donc là, de ce côté-là, c'est bon. On va graisser juste avant la pause. Maintenant, on a ce qu'on appelle le tierçage des segments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on va faire en sorte que les segments, la coupe des segments, ne soit jamais en face comme je vous le montre ici. Parce que sinon, on peut avoir une fuite de compression puisque tous les voyants sont alignés pour avoir une fuite de compression. Donc, on va avoir un tierçage. Là, il y a plusieurs écoles. Moi, je ne me prends pas la tête. Je suis ce que Wossner préconise. Donc, si on prend notre bielle droite comme ça, on doit avoir le premier segment, donc le segment de compression qui doit être ici. Ensuite, on a le second segment qui doit être du coup à l'opposé. Donc, on prend le segment coupe-feu, enfin le segment, autant pour moi, le segment coupe-feu, il se trouve là. Donc, le premier, je vais vous le marquer, comme ça vous allez mieux comprendre. Segment coupe-feu, il doit se trouver là. Le segment de compression doit se trouver à l'opposé. Et ensuite, on a un des segments racleurs, donc le segment racleur est en 3 parties, souvenez-vous, qui doit être là, et l'autre qui doit être là. Voilà. Et ça, on va le faire bien évidemment à chaque piston qu'on va insérer dans le moteur. Donc c'est parti, je prépare ça. Donc là, j'ai mon premier qui est là, le deuxième. Bon, c'est pas au millimètre près, hein, parce qu'après, ça tourne dans le moteur. Il faut comprendre ça, c'est que ça va jamais rester à la même place. Mon tierçage est fait. Donc là, je suis prêt à insérer ça dans le moteur. Bien évidemment, on ne va pas le mettre comme ça. Ça semble logique. Donc du coup, on va graisser tout ça. Toujours avec notre fameuse huile. Donc on graisse le piston, on graisse les segments. On tient bien nos segments pour ne pas les faire tourner avec le pinceau. Et là, c'est une petite partie que je ne suis pas trop fan. C'est l'insertion de tout ça dans le bloc. Alors là, on a chanfreiné les cylindres exprès. Mais c'est généralement quelque chose qui est un peu relou à faire. Ensuite, donc on a dit échappement. Hop. On vient mettre notre feuillage ici. Donc ça, c'est un compresse-segment. Voilà. Donc ça, le rôle, c'est de simuler le rôle de la chemise. Donc en fait, de venir compresser nos segments. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on a besoin de compresser nos segments pour qu'ils puissent rentrer dedans. Alors, je vérifie. Là, j'ai la face avant, donc l'échappement ici. Donc ma flèche de ce côté-là. On fait attention que ça ne vienne pas taper dans la bielle. On comprime au max. Voilà. Ensuite, opération obligatoire, le tapotage du feuillage. Si vous ne faites pas ça, ça ne rentrera jamais. On vient tapoter le feuillage. Parce qu'en fait, si le feuillage, les deux couches du feuillage ne sont pas pile au bon endroit, et bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, votre segment va s'y foutre, et en fait, vous n'allez pas descendre dans la chemise. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'aime jamais trop ça. Et en plus, des fois, on a ça qui vient toucher en dessous. Là, en l'occurrence, c'est mon cas. Et du coup, ça va me prendre la tête. Vous voyez, un léger jour. Parce que ça, c'est légèrement dépassant. On va voir. On va essayer comme ça. Donc, mon feuillage est mis. Je fais attention que mon vilebrequin soit bien positionné. Voilà, on va le mettre vers le bas pour être sûr qu'il ne me dérange pas. Et là, c'est toujours le moment de vérité. On comprime bien avec les doigts et on pousse. Et là, j'ai de la chance où le chanfrein m'a bien aidé, mais c'est rentré nickel. Alors vraiment, quand vous faites usiner votre moteur, essayez au maximum de faire usiner ce petit chanfrein-là qui franchement vous aide, un truc de malade le jour où vous montez vos pistons. Donc, là on va venir pousser ça, par-dessous on accroche. Alors, on vient se positionner dessus. Touc. Là on va venir placer notre chapeau de bielle, cette fois-ci. Je le lubrifie. Je prends les vis qui sont au préalable déjà graissées, j'insiste. Pour l'instant, comme les paliers de vilebrequin, on va faire un montage à blanc.
juste pour que ça tienne et que le piston ne puisse pas tomber. On fera notre serrage définitif par la suite. Bon, ça y est, on a monté nos 4 pistons. Donc là, on va juste faire un petit tour de vilebrequin avant de serrer tout ça, voir déjà que tout se place et voir que tout va bien. Bon, donc là, je vais faire un tour complet moteur pour voir que tout va bien et que tout se place bien. Là, en l'occurrence, c'est impeccable. Je force absolument pas, la mécanique se met en place. Donc maintenant, on va passer au serrage, au couple de nos bielles. C'est parti. Serrage des bielles, pareil. On serre d'abord au couple et ensuite on termine avec un serrage angulaire. Encore une fois, on ne va pas prendre les informations de la revue technique du moteur puisque c'est des bielles forgées K1 avec des vis ARP 2000. Donc on va tout simplement prendre la documentation technique de la bielle et on va calculer les newtons. Alors là, on voit qu'on est toujours sur des mesures américaines, donc on n'est pas sur du métrique. Donc j'ai fait la conversion. On a 34 newtons au serrage au couple et ensuite on a un serrage angulaire de 55 degrés. Donc c'est parti. Et on va commencer par celle-ci. Voilà. On règle la petite clé à 34 newtons. Et bien c'est parti. Voilà. Donc là, pour l'instant, pareil, on refait une repasse. Voilà, tout est bon. La même rigueur appliquée partout. On fait tout le serrage au couple et ensuite on fait tout le serrage angulaire. J'ai toujours l'habitude de repasser sur la première. Voilà. Pour vérifier, des fois le chapeau peut se mettre légèrement en biais. Quand ça se reconstruit comme ça fait toujours plaisir. Et là, on va venir appliquer 55 degrés. Donc là, ça va déjà se serrer un peu fermement. Donc dans un premier temps, on repose notre pompe à huile. Voilà. Alors, on va avoir notre pignon qui va venir se placer là. Alors dans la RTA, pas de coupe de serrage définie. Donc on va serrer intelligemment. Et oui, contrairement à ce que tous les gens veulent absolument voir en vidéo, bah non, il y a des pièces où il n'y a pas de coupe de serrage. Voilà, comme ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est un fait. C'est comme la douille de 10 qui disparaît à chaque fois. Ça, c'est un fait aussi, quoi. Putain de douille de 10. On remet le petit cache ici, qui vient se positionner sur la pompe à huile ici. Ici, on aligne bien les différents trous et on a une petite vis qui vient juste ici. Là, pareil, pas de coupe de serrage définie. On vise sur du plastique avec un insert en métal, donc on fait attention quand même. Maintenant, on va venir poser notre carter de vilebrequin. Donc pour ça, on va avoir différents joints à changer. On va avoir le joint spi de vilebrequin et on va avoir le joint d'étanchéité du carter. Donc on ouvre enfin cette magnifique pochette de joints et on va fouiller dans tout ça ce qu'il nous faut. Voilà. Le voici, le voilà. Donc c'est parti, on remonte ça. Donc là, on vérifie le tendeur de chaîne de pompe à huile. Il est impeccable, hein, il n'a même pas d'usure. On repositionne tout ça. Et je vais venir placer mon joint spi après. Ça va être plus simple de le poser une fois tout ça monté. Là, serrage du carter, cette fois-ci on a des coupes de serrage, 14 newtons. Donc c'est parti.
Maintenant, on va venir replacer notre joint spi. Alors, pour le joint spi, on cherche la douille qui va bien. Donc là, tant qu'on est dans nos joints spi, on va positionner l'autre joint spi de vilebrequin qui va se trouver de l'autre côté, côté boîte de vitesse. Donc là, je vais le mettre sans forcément le vérifier. Parce que vous voyez, j'ai le support moteur qui me gêne. Et je ne suis pas certain d'arriver à le mettre dans son entièreté dans la gorge. Pour l'instant, on va essayer de le placer et on terminera ça quand le moteur sera sorti de ça. Bon, donc là, on récupère notre carter moteur. On vient replacer notre petit joint dedans. Alors, hop. Et on remonte ça sur le petit moteur. Voilà. Ok, donc là c'est bon pour ça. Alors là il nous reste 2 pastilles de sablage à repositionner sur le moteur. Ici et la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Souvenez-vous, quand on a fait usiner le moteur, on a dû retirer les pastilles de sablage ici pour pouvoir passer un outil qui nous a permis de retirer les fameux gicleurs d'huile pour les pistons. Donc on dégraisse et on repositionne avec la Loctite 648 les pastilles de sablage. Donc là on positionne la petite Loctite qui va bien. Pour l'avancer déjà, parce qu'elle n'est pas droite. C'est ok, on fait la même chose pour l'autre. Donc là maintenant, pour clôturer cette petite vidéo, il nous reste les poulies à remettre. Donc on vient d'abord positionner notre poulie de distribution. Hop. Et on va s'arrêter ici, puisque si on met notre poulie d'accessoires pour venir serrer le tout, au moment où on va remonter notre distribution, ça va être moins pratique. Donc celle-ci, on viendra la mettre à la fin, quand on viendra caler notre distribution, que ça nous permet de voir tous nos petits repères sur notre poulie de vilebrequin. Bon, et bien les amis, ça y est, ça se termine pour le remontage du bas moteur de notre Mégane 3 RS, donc le forgeage du moteur. Vous avez pu voir dans cette vidéo qu'on a remonté piston, bielle, vilebrequin, carter. Toute la métrologie du moteur avait été effectuée chez Flat 69, donc ça vous avez les épisodes précédents. Donc là déjà une bonne partie du boulot, c'est presque frustrant déjà de plus voir les bielles, le vilebrequin, etc. Je trouve que c'est quand même la partie la plus belle du moteur. Mais on a encore nos pistons Vossner qui sont visibles et qui malheureusement, dès la semaine prochaine, dans la nouvelle vidéo, seront malheureusement masqués. Parce que dans la prochaine vidéo, les amis, on s'attaque au remontage du haut moteur. Mais ce qui est motivant aussi, c'est de voir que finalement l'établi se vide au fur et à mesure et que les belles pièces arrivent de plus en plus. Donc là, entre le début et la fin de cette vidéo-là, on a quand même reçu tout ce qui va être collecteur d'échappement, embrayage, on a le beau turbo, etc. Donc voilà, ça fait plaisir, ça commence à sentir bon, on a toutes les pièces, il n'y a plus qu'à bosser. Donc les amis, un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à liker et à commenter. Mettez vos avis en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner, à mettre la petite cloche. Tu recevras une notification pour le prochain épisode. Et bien évidemment, si tu es trop pressé, tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.